Ah, vas-y, vas-y. Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été 2024 du Centre Franco. Mon nom est Louis Houle et aujourd'hui, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre Venez rehausser votre bloc de mathématiques et cette formation nous est donnée par Cindy Turpin. Au cours de cette formation, veuillez noter que cette formation est enregistrée et que le Centre Franco la rendra disponible au cours des prochaines semaines sur son site Internet. Pendant la formation, on vous invite à mettre votre micro en sourdine et à utiliser la boîte de clavardage pour vos questions et vos commentaires. Vous pouvez quand même, si vous le désirez, allumer votre caméra durant cette formation. Enfin, nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui rend possible cette formation. Et il me reste juste à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente formation. Et ah oui, on aimerait aussi remercier l'AFEMO qui a une collaboration avec nous et qui rend possible ces ateliers de mathématiques. On va en parler tantôt là, lors des instituts d'été. Voilà, donc bonne formation tous et toutes. Et puis, Cindy, c'est à toi. Bienvenue tout le monde. J'ai mis dans le clavardage le formulaire de présence, puis je vais le remettre à quelques reprises, juste s'il y a des gens qui se joignent à nous. C'est important de noter votre présence dans le formulaire. Donc, si jamais vous avez besoin d'un lien ou quelque chose au courant de la présentation, juste me faire signe dans le clavardage. Je le vois, j'ai 2 ordis d'ouvert. Donc, aujourd'hui, l'atelier que je vais vous présenter, on a juste 1 heure ensemble. Mais l'intention d'aujourd'hui, c'est de rehausser votre bloc de mathématiques. Donc, ce ne sera rien de trop nouveau. Dans le fond, c'est ce que vous faites déjà, mais y donner peut-être une nouvelle saveur, si on veut, pour, dans le fond, aller chercher le plus d'élèves possible, puis aussi de mettre ça le plus intéressant possible, puis, dans le fond, avoir un impact sur l'apprentissage de vos élèves. Donc, je me présente, Cindy Turpin. Je suis conseillère pédagogique en mathématiques au CSD-CEO. Je commence ma 8e année comme conseillère pédagogique. Puis je suis aussi collaboratrice pour l'AFEMO depuis les 5 dernières années. Donc, je travaille beaucoup avec eux autres étroitement. Donc, quand on m'a demandé de faire un atelier de mathématiques en lien avec l'AFEMO, ça me fait plaisir de présenter ça. Dans le coin de l'écran, vous avez accès à la présentation. Je l'ai remis à quelques reprises, mais n'hésitez pas si jamais ça ne fonctionne pas ou si vous avez besoin du lien, je vais le remettre là, soit bientôt ou à la fin de la présentation avec tous les liens, dans le fond, qu'on va partager aujourd'hui. Donc, avant de commencer, moi, je me suis présentée, mais j'aimerais un petit peu vous connaître. Donc, le lien, OK, parfait, je vais vous partager ça, ce ne sera pas très long. J'aimerais que vous vous présentez, dans le fond, dans le clavardage, le temps que je vais juste vous partager le lien, juste vous présenter dans le clavardage, dire votre nom, votre école, dans le fond, votre région, votre niveau scolaire. Je vais me promener beaucoup de la première à la 6e année aujourd'hui. J'ai des exemples pour chaque niveau scolaire, mais souvent, si je vois qu'il y a plus de monde du cycle moyen, je vais peut-être faire plus de parenthèses. Donc, dans le clavardage, juste votre nom, votre école, votre niveau scolaire. Puis, je vais vous partager le lien en même temps. OK, accompagnatrice au Nouveau-Brunswick. C'est le fun de voir qu'on a du monde de peu partout. Ce serait intéressant de voir si ça ressemble à votre programme cadre en même temps. Donc, si jamais vous avez des parenthèses ou des choses à ajouter, là, ce serait vraiment intéressant.
Ottawa, 8e année. Donc, j'ai pas d'exemple en 8e, mais je suis certaine que tu vas pouvoir prendre des exemples puis le mettre en lien là, en 8e année. 4e année. Marina, ce serait possible de me dire ton année d'études que tu enseignes cette année. Première année, Sudbury, Angeville, Ottawa. Ah, Marina, 5e année. Enseignante ressources. Maternelle Jardin. Donc, ce serait intéressant de faire le lien aussi en maternelle jardin. Donc, tu vas voir en première année ce qui se passe. Puis souvent, j'ai travaillé beaucoup avec les maternelles jardin cette année. Donc, je vais essayer de faire des petites parenthèses de ce qui est vu. De Québec, c'est intéressant. DIL, parfait. Bonjour Michel, de notre conseil. Marie-Michel. Sorel, de Niagara, en Ontario. Donc, on a une belle variété ce matin. Merci de prendre le temps parce que je sais qu'on est le dernier atelier ensemble des instituts. Donc, je pense qu'on va clore ensemble les instituts de mathématiques là, ensemble. Donc, je commence sans plus tarder parce qu'on n'a pas grand temps ensemble. On va recommencer par la reconnaissance des territoires. Nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu comme Ontario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Donc, comme on vous a mentionné, les ateliers mathématiques sont vraiment été pour vous, pour le CFORP, mais aussi en collaboration avec l'AFEMO. L'AFEMO, ce que c'est une association francophone pour l'enseignement des maths en Ontario. Donc, si vous ne connaissez pas cette association-là, vous pouvez aller juste trouver notre site web là, sur l'AFEMO. On offre toujours 2 mini-conférences virtuelles par année. Donc, c'est des journées complètes, mais vous n'êtes pas obligé d'assister à toute la journée. Là, vous pouvez prendre certains ateliers. Puis, il y a toujours une autre grosse conférence là, avec l'AGA, donc 3 journées de conférences par année. On a un site web avec des ressources juste pour nos membres. Donc, on a tous les enregistrements des mini-conférences des dernières années. Puis, ça permet aussi un réseautage avec des experts francophones en mathématiques. Donc, si vous ne connaissez pas, allez sur notre site web. La membriété, là, ça coûte vraiment pas cher par année, mais ça vaut vraiment la peine là, avec tout ce qui est offert pendant l'année. Donc, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram ou sur notre site web, là, sur l'AFEMO. Donc, est-ce qu'il y en a que c'est... excuse-moi, je vais voir. Je ne peux pas enregistrer ta présentation. Non, mais si tu fais une recherche dans ton Drive par la suite, tu vas l'avoir par le titre. Tu vas pouvoir créer une copie, je crois. Parce qu'on la partage en format web. Juste, donc, je suis membre de l'AFEMO. Donc, est-ce qu'il y en a qui connaissent l'AFEMO, qui sont membres, qui ne connaissaient pas? Donc, si c'est une découverte, tant mieux. Donc, on veut vous faire découvrir cette belle association. Donc, mes intentions aujourd'hui, c'est d'explorer des pratiques pédagogiques à fort impact, vivre des activités engageantes avec vous autres qui viennent des appuis pédagogiques du programme cadre. Donc, il n'y aura rien d'inventé vraiment aujourd'hui, ça vient tout du programme cadre. Donc, vous allez voir la richesse qu'on a dans notre programme cadre, puis les idées d'activités, vous allez voir comment ça vient rehausser notre bloc juste avec ces activités-là. L'intention aussi, c'est de vivre des activités en lien avec la vie quotidienne des enfants. Comme vous savez, le programme cadre 2020 de mathématiques, presque toutes les attentes
on mentionne en lien avec la vie quotidienne. On veut que les enfants voient que les maths, ça fait partie de leur vie. C'est pas quelque chose à part. Donc, comment rendre ça authentique pour eux? Donc, c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait ça dans la vraie vie? Puis, pourquoi que des fois, on enseigne, mais c'est pas des choses qu'on fait vraiment dans la vraie vie. Donc, comment amener une petite twist, dans le fond, à notre enseignement pour que ce soit plus en lien, puis que les enfants voient que ça sert à quelque chose, les maths. On le sait, nous autres, on le sait. Donc, c'est leur mettre des mots sur ce qu'ils font. Puis, mieux comprendre aussi l'utilisation du matériel de manipulation en salle de classe. J'ai lu quelque chose pendant l'été, je ne me souviens pas, sur un réseau social, puis ça disait, c'est une citation en anglais, mais ce que ça disait, c'est que l'élève doit tenir les mathématiques dans leurs mains avant de le tenir dans leur tête. Donc, si vous avez quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est bien ça. L'enfant doit tenir les maths dans ses mains avant de le retenir dans sa tête. Puis, un exemple concret de ça, c'est nous avec la monnaie, l'argent. Vous savez comment c'est beaucoup plus facile pour nous de compter peut-être des pièces de monnaie ou des billets de monnaie parce qu'on le voit visuellement dans notre tête, parce qu'on l'a manipulé puis qu'on l'a utilisé. C'est beaucoup plus facile à compter de l'argent que de compter avec des nombres sans visuel, dans le fond. Donc, si je te donne une liste de nombres à additionner, ça va être beaucoup plus facile si je te donne, puis je te dis ça, c'est des montants d'argent, veux-tu les additionner? Puis souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier les mêmes montants ensemble, les 20 les 50 puis on va faire des montants. Puis vous voyez comment c'est beaucoup plus facile à compter, c'est parce qu'on l'a vécu, on l'a touché, on l'a manipulé. Donc ça, c'est un exemple pour vous en tant qu'adulte. Donc imaginez l'enfant, s'il manipule, plus qu'il va manipuler, mieux qu'il va retenir les mathématiques. Donc là, j'ai des petites questions pour vous. Dans le fond, combien de temps vous consacrez aux mathématiques à chaque jour? Donc, dans votre classe, dans votre salle de classe, ou je sais qu'il y en a qui sont enseignants en ressources, mais combien de temps dans une salle de classe on devrait consacrer aux maths à chaque jour? Donc, juste dans le clavardage, vous pouvez ouvrir vos micros aussi, là, ne vous gênez pas. Donc, je vois 60 à 70 minutes. Puis il y en a d'autres que c'est d'autres choses. 60 minutes. « 75. 120 minutes, OK. Michel, 60. 100. 2 blocs. Une centaine de minutes. OK. Il ne faut pas oublier, en littératie, le ministère va dire que c'est 120 minutes en littératie par jour. Et en mathématiques, c'est une soixantaine de minutes consécutives, qu'on va dire. Entre 60 et 80 minutes, je vous dirais que c'est un bon temps à consacrer. En mathématiques, je vous dirais, si vous êtes capable de faire un 60 minutes consécutif, c'est bien. Si vous voulez ajouter une autre petite vingtaine de minutes, souvent, moi, j'ajoutais un autre 20 minutes en après-midi. Souvent, c'était mes centres de mathématiques ou des activités, des jeux de mathématiques. Mais système de récompense, argent de classe, moi aussi, c'était ça, mon système de récompense. Quand j'ai commencé à enseigner, il y avait encore le sou noir. Fait que je commençais avec juste des sous. Fait j'ai enseigné première année longtemps, donc on comptait les bons de 1. Puis après ça, j'ajoutais les 5 sous. On comptait par bon de 5. J'ajoutais les bons de 10 sous. Puis après ça, les 25 sous. Donc, excellente façon de faire des maths puis des rendre concrètes aussi. Puis les enfants veulent savoir combien d'argent qu'ils ont. Puis là, ça, c'est une réflexion personnelle, mais pendant votre 60, 100 minutes, 80 minutes, peu importe comment vous consacrez votre temps, le ministère dit au moins 60 minutes de maths. Là, je vous demande de réfléchir. Vous pouvez répondre si vous voulez, mais c'est une bonne question. Combien de temps l'élève est en action? Combien de temps que l'enfant, puis ça, c'est une bonne réflexion à avoir,
combien de temps qu'il est en action. Parce que ça ne devrait pas être le prof qui est fatigué à la fin de la période de maths. Ça devrait être les enfants qui sont fatigués à la fin de la journée. Le prof, tout le long de la période, tant mieux, c'est ce qu'on veut. L'élève devrait être en action tout au long. Puis, je lisais le livre de Peter Liljedahl, puis il disait que je pense que c'est comme 80% des enfants qui sont pas en action du tout pendant leur bloc de maths. Puis là, on parle d'en action. Si je te donne un devoir, si je suis en train de corriger un devoir en avant de la classe, puis toi, tu le corriges dans ton cahier, bien, l'enfant n'est pas en action. Il est en train de juste écouter. Si moi, je suis en train d'enseigner des notions mathématiques en avant, l'enfant n'est pas en action non plus. Pensez-y, l'élève devrait parler puis être en action 80% du temps dans notre bloc de maths. Tant mieux s'ils sont toujours en action dans vos salles de classe. C'est ce qu'on veut. On veut que l'enfant manipule, que ce soit lui qui réfléchisse, que ce soit lui qui présente en avant. Puis nous autres, on veut juste être dirigés un peu, donc poser nos questions, mais vraiment diriger notre salle de classe. Quel type d'activités sont vécues dans vos salles de classe? C'est quoi les parties de votre bloc de maths? Donc, qu'est-ce que vous faites présentement là, pendant votre bloc de mathématiques? Donc, si vous voulez répondre dans le clavardage ou vous pouvez ouvrir vos micros aussi. Des centres, parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se plonger? Qu'est-ce qui fait partie de votre bloc de mathématiques? Travail en équipe, pratique, jasette mathématiques, souvent on va appeler ça aussi les mini-leçons, les activités de découverte, la résolution de problèmes, hein, ça devrait être au cœur de notre bloc, la routine, la classe collabo-réflexive, super, en résolution de problèmes, la collabo-réflexive en réseau, c'est bon ça. Donc, la résolution de problèmes, hein, ça devrait être au cœur de votre bloc de mathématiques. Je vois les centres, mais l'intention d'avoir des centres dans notre salle de classe, c'est vraiment de pouvoir faire de l'enseignement guidé. Donc, je n'ai pas vu enseignement guidé, je ne sais pas si vous en faites dans vos salles de classe, mais l'intention d'avoir des stations, d'avoir des carousels dans nos salles de classe, d'avoir des stations, d'avoir des centres, des jeux, des activités. L'intention première, c'est d'avoir un enseignement guidé. Un enseignement guidé, c'est un enseignement ciblé pour un petit groupe d'élèves. Donc, quelques élèves qu'on sait qu'ils ont des choses à rattraper ou ils ont des choses à aller plus loin aussi. On peut rencontrer nos élèves qui sont forts pour les amener plus loin également. Mais c'est vraiment l'intention de faire ça. Puis, je vous dirais que l'enseignement guidé, puis c'est prouvé que 3 sessions de 15 minutes par semaine pendant un mois pour des élèves en grande difficulté, on peut faire un bon géant. Donc, selon les recherches, là, l'enseignement guidé, là, ça permet de réduire les écarts énormément avec vos élèves. Puis là, je vous dis qui travaille le plus fort, l'enseignant ou l'élève. Puis on se souvient, si on se remet dans nos salles de classe, quand on était élève, c'était vraiment l'enseignant qui travaillait pas mal plus fort que nous autres. Nous autres, on avait juste à répondre. Souvent, c'est un cahier. Je me souviens de mon cahier de mathématiques. Là, on est dans la section addition. On fait les 8 premières pages en addition. Après ça, tu as des résolutions de problèmes. C'est toutes des additions. Donc là, j'additionne, puis on lisait même, moi, je ne lisais même pas les réseaux. Je savais qu'il fallait que j'additionne les 3 chiffres. Après ça, on avait l'évaluation. Donc, c'était un peu comme ça par silo. Puis c'est vraiment l'enseignant qui travaillait fort. J'aime les élèves travaillent fort, les enseignants font de la rétroaction. Quelle importance dans la rétroaction. J'aime le VVV, je n'avais pas vu, visualise, verbalise, vérifie, j'adore. C'est tellement important en mathématiques de voir les mathématiques. Celui qui travaille est celui qui apprend. Quelle belle citation, j'adore, c'est vrai. Souvent, c'est ça. Puis, écoute,
j'ai des enseignants qui m'ont dit « Oui, mais moi, là, j'aime ça leur montrer, puis j'aime ça écrire au tableau, puis j'aime ça, je voulais être enseignante pour expliquer des choses. Puis je sais, mais ça a changé. On veut mettre l'élève au cœur de son apprentissage. Donc, c'est un petit peu pour mettre la table de ce qu'on va faire aujourd'hui, de ce qu'on va voir, comment mettre l'élève au centre de son apprentissage, puis au cœur de ses leçons. Donc, les ressources utilisées, je tenais bon de vous le mettre. Dans le fond, c'est parce que je voulais vous montrer que c'est pas sorcier. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter des ressources. Puis souvent, les enseignants me disent, puis sont fiers, mais ils achètent plein de ressources partout. Mais dans le fond, on n'a pas besoin d'aller acheter des ressources. On a tellement de belles ressources en mathématiques. Donc, je voulais vous montrer là, que j'ai juste pris le site web, dans le fond, avec le programme cadre. Est-ce que, je sais que la dernière fois que j'ai parlé de ça, il y a des gens qui ne connaissaient pas notre site web, puis ils ne savaient pas comment aller chercher les appuis pédagogiques. Donc, je ne veux pas être redondante puis perdre votre temps non plus, mais est-ce que vous pensez que ce serait bien que j'ouvre le site web et que je vous montre comment aller chercher les appuis pédagogiques? Parce que vous allez voir que toutes les leçons d'aujourd'hui sont tirées de ça. Parfait. Je vais l'ouvrir tout de suite. Donc, puis vous allez voir, vous avez le lien directement sur notre site web. Donc là, je vais partager cet onglet. Donc, je suis dans le programme cadre. Donc, vous allez voir à quel point notre programme y est riche. Donc, je vais ouvrir deuxième année par hasard comme ça. Toutes les années d'études sont faites de la même façon. Donc, vous pouvez aller voir les attentes et les contenus d'apprentissage par domaine. Puis ici, à gauche, vous avez chaque domaine là, qui sont là. Donc, vous pouvez sélectionner le domaine ou juste le faire défiler comme ça également si vous voulez toutes les voir, un domaine à la fois. Donc, si je vais, par exemple, en données, là, j'ai pris données au hasard, je vais prendre littératie statistique. Dans vos contenus d'apprentissage, qui sont tous faits comme ça. Donc, quand vous ouvrez le programme cadre, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a un glossaire d'intégrer. Donc, souvent, si on ne se souvient pas, puis j'utilise le glossaire à tous les jours dans mon travail parce que je ne me souviens pas exactement de chaque mot, ce qu'il veut dire. Mais vous pouvez survoler avec votre flèche là, les mots en pointillés. Puis, vous allez avoir la définition qui va vous apparaître juste en bas. Donc, vous avez même des visuels parfois d'intégrer. Donc, c'est bien de voir aussi rapidement avoir le vocabulaire, ce que ça veut dire. Mais ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est les appuis pédagogiques. Donc, si vous cliquez ici, vous avez des exemples. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, trier et classer des ensembles de données en deuxième année? Bien, vous avez des exemples. Donc, est-ce que vous avez vu les tableaux de dénombrement à double entrée? Est-ce que vous avez vu le diagramme de Venn? Est-ce que vous avez vu le diagramme de Carroll? Ensuite, vous avez les concepts clés. Les concepts clés, moi, ce que je trouve, c'est comme nos attentes, nos critères d'enseignement. On veut voir si nos élèves atteignent tous ces critères-là. Est-ce que mon élève est capable de trier, de classer de plusieurs façons? Est-ce qu'il utilise divers outils? Est-ce qu'il comprend le diagramme de Venn? Est-ce qu'il comprend le diagramme de Carroll? Donc, souvent, les enseignants puis moi, on fait des tableaux d'observation en salle de classe, mais on sert des appuis pédagogiques, des concepts clés, dans le fond, pour s'assurer que notre élève est prêt pour son année d'études, dans le fond, qui atteint toutes ces atteintes-là. Remarque, ça, c'est comme des parenthèses pour les enseignants. En passant, là, c'est pour l'enseignant. Au cycle primaire, les élèves devraient collecter des données auprès d'une petite population. Donc, dans un bac de recyclage, jour dans un mois, élèves de la deuxième année. Donc, ça vous donne une idée. Donc, c'est une petite population. Donc, c'est des petites parenthèses. Des fois aussi, ça fait des liens avec les autres domaines. Donc, exemple, pendant que vous êtes en train de voir les suites, bien, vous pouvez utiliser des pièces de monnaie.
Ou faites un lien aussi avec les Autochtones quand vous faites les suites, donc le perlage, là, des choses comme ça. Donc, ça vous donne des petites pistes aux enseignants. Puis après ça, le troisième onglet, c'est les exemples de tâches. Donc, vous avez des activités prêtes, clés en main pour vos salles de classe. Il y a toujours au moins 2-3 activités par contenu d'apprentissage. Donc, ces activités-là, là, sont excellentes. Vous pouvez les utiliser. Puis en plus, on a utilisé ces exemples-là pour s'inspirer pour les tâches de l'OCRE. Donc, ceux qui ont composé les questions là, pour l'OQRE, ils se sont inspirés de ces questions-là, de ces exemples-là. Ceux qui les utilisaient déjà, vous saviez que le sens du nombre n'était pas là. Il est arrivé à la fin de l'année, donc pendant l'hiver, là, je pense. Donc, vous avez vos exemples en nombre qui viennent d'arriver. Puis, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on utilise beaucoup le matériel de manipulation, puis on vous montre comment bien l'utiliser, le matériel. Puis, il y a beaucoup de remarques. Puis, on vous dit, par exemple, prends le cadre à 10, les droites, les rec and rec, les pièces de monnaie. Donc, ça vous donne des bonnes pistes de quoi utiliser pour quelle année. Puis, vous avez des exemples de tâches également là, dans le sens du nombre. Donc, c'est ce que j'ai utilisé pour faire ma présentation, dans le fond, c'est des exemples, des appuis pédagogiques. Donc, je me suis inspirée de ça. Donc, ceux qui connaissaient déjà, tant mieux. Je vois que j'adore utiliser les guides. Je regarde les appuis pédagogiques, super, mais je voulais vous prendre une petite parenthèse pour vous montrer où aller les chercher dans le programme cadre. Puis, ça devrait être une habitude. Comme moi, moi, je travaille toujours en mathématiques, là, mais mon programme est toujours ouvert. Mais ça devrait être une habitude qu'on a. Donc, avant d'enseigner un nouveau concept, on devrait toujours aller voir ce que le guide, les appuis pédagogiques nous proposent. Parce que souvent, on va prendre des ressources où on utilise des choses, puis on dit, OK, c'est vraiment pas de mon niveau scolaire. Donc, je reviens à ma présentation. Les pratiques pédagogiques à fort impact, vous avez vu, j'ai mis le lien aussi de ça. Mais avant de rentrer dans les pratiques pédagogiques à fort impact, c'est vraiment important de réfléchir à notre... Puis comme je vous ai dit, de prendre le temps de comprendre notre programme cadre, connaître nos apprenants, donc les outils de diagnostic, c'est tellement important. Fournir un milieu d'apprentissage positif, sécuritaire, puis avoir des preuves, vous avez dit là, de donner de la rétroaction, puis d'avoir des preuves par triangulation. Donc, juste pour vous montrer. Les pratiques pédagogiques à fort impact, j'en ai utilisé un peu pendant ma présentation, mais c'est rien de nouveau. C'est sorti en même temps que le programme cadre en 2020, mais dans le fond, on met l'accent sur 9 pratiques qu'on fait déjà en salle de classe, mais souvent, c'est des rappels. Donc, est-ce que tu as tes critères? Tu sais, on en a parlé beaucoup, là, quinzaine d'années passées, là, les critères, mais on dirait que ça s'était estompé un peu, là, on les voyait moins, mais tellement important d'avoir des critères, d'avoir de la rétro, vous l'avez mentionné. L'enseignement explicite, pas juste par le prof, les élèves aussi peuvent en faire là, de l'enseignement. Des tâches, la résolution de problèmes, vous en avez parlé, le matériel de manipulation, les outils, la représentation, donc on va un petit peu plus loin aussi, pas juste le matériel, mais aussi les outils là, numériques qu'on peut utiliser. Des conversations mathématiques, vous en avez parlé, d'avoir les discussions. L'enseignement petit groupe, c'est l'enseignement guidé que je vous ai parlé tantôt. J'aurais dû mentionner enseignement petit groupe à la place. C'est vraiment le terme utilisé ici. De la pratique délibérée, c'est de la pratique, mais avec une intention pédagogique. Donc, quand on donne une feuille de travail, c'est pas juste parce que c'est dans mon programme. C'est pas juste parce que c'est une feuille de travail que ça me tente, que je trouve belle ou que j'ai vu sur Pinterest là, un beau jeu. Souvent, on voit ça, là, ça a l'air super le fun, je l'ai fait, mes élèves ont aimé ça. Oui, mais est-ce que c'est en lien avec ton programme? Puis non seulement en lien avec ton programme, mais est-ce que c'est en lien avec les besoins des élèves présentement? Puis est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire? Puis des regroupements flexibles hein, selon les besoins et les intérêts des élèves.
Donc là, c'était mon introduction un petit peu longue avant de vous montrer les exemples concrets, mais je pense qu'il fallait prendre le temps de mettre la table puis d'utiliser tous ces outils-là puis de vous présenter les ressources que j'ai utilisées. Mais vous avez les liens, là, donc si vous cliquez directement, là, j'ai mis les liens. Donc, n'hésitez pas à aller lire un peu. Puis souvent, ce que je dis aux enseignants, c'est d'en choisir un qu'on fait vraiment moins souvent puis de dire, OK, je vais prendre conversation mathématique, par exemple, ou enseignement petit groupe, puis dire, je vais faire ça. Je vais le faire pendant 3 semaines. Je vais le mettre dans ma routine intentionnellement. Puis, dans le guide, on vous donne toutes les étapes à suivre, ce que l'enseignant fait, ce que l'élève est en train de faire. Donc, ça vous guide vraiment. Puis je vous dis, faites-en un pour 2-3 semaines, 21 jours, hein, on dit pour prendre une routine. Donc, après 21 jours, quand vous l'avez mis dans votre routine, bien, puis que ça va bien, choisissez-en un autre. Tu sais, on ne peut pas tout mettre les 9 en place. Il y en a que vous faites déjà. Donc, allez avec quelque chose que vous êtes moins à l'aise ou quelque chose qui a beaucoup d'impact chez vos élèves. On commence. Première année, je vous donne un exemple, ce qu'on fait présentement. Le temps. Un élève présente la date de la journée, la date d'hier et de demain, pendant que les autres écoutent attentivement. Est-ce que quand on fait la routine du matin, vous avez vu ça dans vos salles de classe, dans les salles de classe de vos collègues? Est-ce que c'est quelque chose de commun pour vous autres? Là? Juste m'écrire dans le clavardage, là, première année, le temps, on présente ça, le calendrier du matin. Même on voit ça en maternelle jardin. Là, il y a un enseignant de maternelle jardin que, oui, c'est très commun. On s'assoit en cercle souvent devant le calendrier, puis l'élève présente là, le calendrier. Mais est-ce qu'on fait ça dans la vraie vie? Puis c'est ça que, comme, c'est une drôle de réflexion à avoir, mais quand est-ce que dans la vraie vie, là, je vais asseoir mes enfants devant le calendrier, puis je vais dire, on est quoi aujourd'hui? On était quoi hier? C'est quoi demain? C'est pas quelque chose qu'on fait dans la vraie vie, nécessairement. Fait que dans le fond, c'est d'amener qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on utilise le calendrier dans la vraie vie. Puis, on tente même en maternelle jardin là, de s'éloigner de ça, là, de tout le monde être assis puis on regarde le calendrier de cette façon-là. Il y avait un article là-dessus qui disait de s'éloigner du calendrier, de la façon qu'on le fait, là, que ça dure des fois. Là, j'ai déjà vu des 40 minutes, 1 heure, puis là, on compte tout ensemble, puis on regarde les dates. Au lieu de faire ça, ce que je vous suggère, c'est de créer eux-mêmes les affiches pour les mois de l'année, puis les personnaliser. Donc là, j'ai mis janvier comme exemple, mais nos élèves en salle de classe, puis moi, j'enseignais 7 ans en première année, souvent, ce que je faisais, c'est, bien, je leur faisais pas écrire, je les ferais écrire présentement, mais j'avais acheté tous les mois de l'année de différentes couleurs, puis on mettait à leur hauteur de leurs yeux là, les affiches pour qu'ils voient que c'est linéaire le temps. Fait qu'on commence à janvier, puis souvent les mots comme janvier, février, par saison, ils étaient d'une couleur. Je pense que quand on achetait le calendrier là, qu'on utilisait, c'était toujours par saison. Mais on pourrait le faire avec nos élèves. Donc, leur mettre responsable de chacun mois, les personnaliser avec des choses qui se passent pendant ce mois-là. Donc, j'ai mis là, un exemple pour janvier là, de ce qui pourrait se retrouver. Puis moi, ce que je faisais avec mes élèves aussi, je faisais le lien, les sciences, le temps. Je leur faisais apporter des vieux magazines. Dans le temps, on avait les catalogues Sears aussi, si vous vous souvenez. Puis ils découpaient tout ça, puis ils faisaient leurs affiches pour les saisons. Donc, mes 4 saisons, ils faisaient leurs affiches, puis ça venait être affiché sur mes murs, donc avec des découpages d'eux autres, des dessins, des choses qu'on retrouve dans chaque saison. Puis on les mettait en ordre également. Puis leur mois de l'année, ce que je faisais également, c'est que je prenais une photo avec leur date de fête dans leurs mains. Donc, mettons que j'ai un élève qui est né le 8 janvier, il y avait un 8 dans ses mains. Je prenais une photo, je le collais au mois de janvier, donc pour qu'il réalise quand est-ce qu'est ma fête, les événements spéciaux. Puis j'avais une grosse flèche rouge qui était au-dessus du mois qu'on est présentement.
Donc, tout au long de l'année, le mois, il est animé. Les mois de l'année sont animés. Ça fait partie du quotidien. Donc, quand on dit, OK, demain, on change de mois, on s'en vient en février, qui aimerait aller changer la flèche pour dire qu'on est au mois de février? On est encore dans quelle saison ou c'est quoi la saison présentement? On est l'hiver. Qu'est-ce qui va se passer au mois de février? Puis quand on met le calendrier, donc l'animer comme on anime avec nos familles, dans le fond, je mettais par exemple les événements spéciaux. Là. Y a-t-il des fêtes ce mois-là? Est-ce qu'on a une activité spéciale? Oh oui, on a un rassemblement au gymnase. OK, est-ce qu'on a quelque chose à préparer pour ça? Qu'est-ce qu'on a à faire pour cet événement-là? Parce que c'est comme ça qu'on s'en sert du calendrier. Chez nous. Quitte à avoir même des calendriers, que chaque élève a un petit calendrier style Dolorama là, qu'on peut feuilleter puis dire, OK, mets les événements importants dans ton calendrier. J'aimerais vous entendre là-dessus, sur ces idées-là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est première année parce que c'est la notion du temps, mais c'est un peu... qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que... Allô, Cindy? Oui. Oui, j'ai beaucoup apprécié ton idée de proposer un calendrier linéaire. Je trouve que c'est beaucoup plus réaliste et c'est très efficace visuellement pour l'élève. Et je voudrais aussi rajouter que l'idée de rassembler les élèves et de faire le calendrier comme à l'accoutumée, c'est vraiment pas très efficace. C'est peut-être important d'intégrer des activités telles que demander aux élèves les dates d'anniversaire pour leur montrer à quoi sert un calendrier dans la vraie vie. Parce que moi, j'ai remarqué en première année, parfois, il y a des élèves qui arrivent au début de l'année, ils ne connaissent même pas leur date d'anniversaire, mais juste à mettre dans les activités du temps la date d'anniversaire des amis qui peuvent mentionner ou leur propre date d'anniversaire. Ça fait en sorte que l'élève sache à quoi peut servir un calendrier. Donc, il y a autant d'exemples qu'on peut citer pour rendre ces activités plus intéressantes. Exactement, exactement. Puis je me suis inspirée un peu des appuis pédagogiques parce qu'on dit que ça devrait être dans la vie quotidienne. Merci beaucoup, beaucoup pour ton intervention. C'est tellement apprécié. N'hésitez pas à ouvrir vos micros, à m'interrompre si vous avez des idées, des réflexions. Moi, c'est de la façon que j'animais avec mes élèves. Puis on parlait du mois. C'est sûr qu'on disait, OK, y a-t-il quelque chose de spécial demain avant de partir? 1 et 2 au début du mois, je construis un calendrier avec les élèves. Chaque élève a un gabarit vierge au TBI. Chaque jour, nous regardons, écrivons les activités importantes du mois dessus. Excellent. Oui, les élèves devraient avoir un calendrier. Puis même, il y en a maintenant, il y a des endroits qui les donnent aussi. Là, souvent, des fois, dans les restaurants, ils vont donner des calendriers ou des compagnies là, pour faire la publicité. Donc, n'hésitez pas à aller chercher des calendriers, là, même de Dolorama, 1 par 2 élèves, mettre leur fête. Puis les enfants ils aiment ça, là, colorier un petit gâteau à leur fête, puis des choses comme ça. Puis de réaliser, puis de l'utiliser comme nous autres, on l'utilise pour vrai. Dire, y a-t-il quelque chose de spécial là, ce mois-ci, c'est important. Puis comment on se prépare pour cet événement-là. Si on sait qu'on a un rassemblement, puis qu'on a un bricolage à apporter au gymnase pour ce mois-là, bien, on va dire, OK, on a un bricolage à faire pour la fin du mois de janvier. Là, on devrait commencer cette semaine à penser au matériel qu'on va avoir besoin, puis pour que ce soit prêt, puis se donner 2-3 jours de jeu là, pour avoir le temps. Mais vraiment, réfléchir tout haut, comme qu'on ferait nous-mêmes, on le réfléchit. On devrait réfléchir devant les élèves pour leur montrer comment qu'on planifie, où on a une activité, on a un voyage de fin d'année. OK, ça va être important d'informer vos parents. Quand est-ce que vous pensez qu'on devrait informer vos parents? Qu'est-ce que vos parents y ont à préparer pour ça? Donc, de vivre ce déroulement-là avec nos élèves, puis là, je dis pour première parce que le temps fait partie intégrante du programme cadre en sciences même aussi, mais ça pourrait se faire dans toutes les années d'études, le calendrier, la notion du temps. Vous allez voir que les enfants ne sont pas nécessairement habitués de vivre ces événements-là de cette façon-là, donc c'est bon de parler de l'horaire, de parler des mois de l'année. Peut-être que je n'afficherai pas les mois de l'année en 6e année à leur hauteur, mais première année, définitivement que je ferai une banderole avec leurs mots.
Je continue en deuxième année parce que Allô, Cindy? j'aimerais me rendre en sixième. Oui. J'ai levé la main depuis, mais Oh, j'ai excuse-moi. pas vu ma main levée. Est-ce que tu permets que je parle quelques minutes? Bien, certainement. Allez-y. Okay. Je voulais juste, pour l'information des enseignants qui sont au primaire, je voudrais juste leur faire savoir, au cas où ils n'ont pas encore découvert, qu'il y a une super belle activité sur NetMath sur le calendrier et qu'on peut juste commencer en début d'année. Ça permet aux élèves d'être tous en action dans les activités sur le temps. Et aussi, une autre façon aussi de voir le temps, c'est que les élèves ont un calendrier. Il y a des calendriers dans des ressources pour toutes les années qui peuvent partager aux élèves. Chaque élève a son calendrier. Donc, quand il vient chaque matin, ça fait partie de la routine. Il complète son calendrier. Il peut écrire la phrase, le calendrier en phrase aussi. Je veux dire la date du jour en phrase. Et ici, au moins, il peut déjà compter combien de dodo il reste pour atteindre, par exemple, Halloween, combien de dodo il faut faire pour aller à la Saint-Valentin, chaque fois qu'on est rendu dans un mois thématique. Et ça permet au fait aux élèves d'utiliser leur calendrier dans la vraie vie. Exact. Puis compter le nombre de jours, excellente idée, excellente stratégie. Je suis vraiment désolée, je n'avais pas vu la main levée dans l'autre écran. N'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez faire des interventions. C'est tellement plus riche, c'est votre présentation. Si vous avez des questions, puis on dit en deuxième année, on a encore besoin de réviser les mois. Oui, puis je vous dis, ma fille est en quatrième année, puis elle a encore besoin de réviser. Des fois, elle ne se souvient pas c'est quoi le prochain mois. Donc, c'est quelque chose que... C'est pour ça que la notion du temps, puis c'est pour ça qu'on enseigne en spirale. Hein? On ne veut pas voir ça, le calendrier, pendant 3 semaines intensément. Après ça, donner l'évaluation. Tout le monde va avoir bien parce qu'on va l'avoir vu intensément, mais 6 mois plus tard, personne ne va se souvenir parce qu'on a recraché ce qu'on se souvenait. Mais tandis que si on l'étale sur toute l'année, puis c'est ce que je faisais quand j'étais en première année, j'étalais le temps sur toute l'année, puis on voyait des petites bouchées à chaque semaine. Je trouve que c'est beaucoup plus riche, puis on faisait des belles affiches, je me souviens, pour les saisons. Donc, plus que les élèves sont impliqués, plus qu'ils vont s'en rappeler. Est-ce qu'il y a une planification en spirale? Effectivement, si vous allez sur le site encore du programme cadre, je vais vous montrer dans la section, dans la section ressources, c'est en téléchargement. Dans téléchargement, ici, c'est-tu ici? C'est parce qu'ils ont changé un petit peu le programme. Je vais juste retourner voir. On a une section avec les planifications annuelles. Vous avez toutes les planifications annuelles. Peut-être ici dans la section ressources. Je vais juste voir. Je vais vous trouver le lien, puis je vais vous l'envoyer par courriel. Mais oui, toutes les ressources, je vais le mettre dans la présentation, dans le fond. Vous avez tout accès à des planifications en spirale déjà faites, puis vous avez 4 exemples. Donc, vous allez pouvoir les sélectionner. Donc, deuxième année, les suites. Donc là, je dis, au lieu d'imprimer une variété de feuilles avec différentes suites à poursuivre avec des dessins en faisant des prédictions proches. Parce que souvent, puis là, j'ai fait un document, là, je l'ai inventé, mais souvent, c'est ce qu'on voit en salle de classe, complète les suites suivantes avec des crayons de couleur, avec faire les dessins. C'est ce qu'on fait dans nos salles de classe. Au lieu de faire ça, premièrement, d'en faire des suites avec du matériel, hein, le faire manipuler, mais utiliser le matériel de manipulation. Donc, au lieu de faire ça, faire des prédictions lointaines au centre, en devant les suites aussi. Donc, utiliser puis les manipuler de différentes façons. Donc, ici, je vais vous laisser 1 minute ou 2 pour observer cette suite-là, puis c'est vraiment une question de deuxième année, je vous le dis. Ce serait quoi le 100e terme?
Donc là, écrivez votre réponse dans le clavardage, mais envoyez-les pas tout de suite. Je vais vous dire quand envoyer votre réponse. On va faire comme une pluie de réponses, tout le monde ensemble. Mais juste écrire, ce serait quoi le 100e terme ici. Donc, je vous laisse 2 minutes. Le 100e terme. Allez-y. Ce serait quoi le 100e terme? Exactement. Est-ce que vous êtes surpris de cette question-là pour des deuxièmes années? Puis là, vous avez dit après, on peut dire 99. Est-ce que vous êtes surpris que c'est une question comme ça? Vous n'êtes pas surpris? Est-ce que vous ameniez vos élèves à ce point-là? Est-ce que... Je vous mets le lien des planifications annuelles en même temps. Ici. Ce sont des régularités, exactement. Vous aviez des superbes... Puis il y en a qui disent oui, ils sont surpris. Moi, quand j'ai présenté à certains profs de deuxième année, puis je leur ai posé cette question-là, ils ont dit, ben voyons, ils ne pourront jamais savoir ça. Il faudrait qu'ils dessinent jusqu'au 100e terme. Mais c'est important de... Puis souvent, on va dire que lointain. Puis les profs, quand je leur demandais c'est quoi lointain, ils vont dire ben, le 30e terme. Mais encore, le 30e, c'est facile pour l'enfant de juste dessiner les termes. Mais on veut aller au-delà de ça. On veut faire réfléchir l'élève, puis dire qu'est-ce que tu remarques, c'est quoi la régularité. Donc, c'est ça, faire des suites. C'est ça l'intention de faire des suites parce que éventuellement, même rendu au secondaire, c'est ce qu'on va faire. Là, on va prolonger, puis on va aller beaucoup plus loin dans nos suites. Donc, aussi demander, ma suite commence au 10e terme. C'est quoi qui vient avant? Ça, j'ai pas le numéro 9 et en dessous. Dessine-moi là. C'est quoi qui vient avant? J'en cache 4 dans la suite. C'est quoi qui est caché dans la suite? Donc, faire réfléchir, aller plus loin dans vos réflexions. Parce que souvent, ce qu'on va faire, puis comme vous avez vu, ben, on va dire, c'est quoi le prochain terme? C'est quoi le prochain? C'est quoi le prochain? Puis, éventuellement, ben, on fait juste ça avec nos élèves. Exactement. Ils ont la chance de communiquer leur stratégie, donc les faire réfléchir. Donc, puis avant même de poser la question, quel serait le 100e terme, ben, on aurait fait d'autres choses avant, c'est certain. Mais souvent, juste en montrant cette suite-là aux élèves, ça vient des appuis pédagogiques, mais juste leur dire, qu'est-ce que tu remarques? Bien, chaque bond de 5, c'est un triangle jaune. Juste ça, là, ils remarquent ça. OK. Donc, ce serait quoi le 100e terme? Une jasette mathématique, effectivement. Donc, je vais un petit peu plus rapidement parce que je veux me rendre à la 6e année, donner un exemple. Lire l'heure. Donc, souvent, pour lire l'heure, c'est un gros morceau. C'est juste en 3e année maintenant. Combien de fois je suis allée en première et en 2e année puis que j'ai vu des feuilles d'heure sur les pupitres d'élèves? Ils disent, oui, mais j'aime ça, enseigner ça. Oui, mais c'est plus à ton programme, c'est juste en 3e année, lire l'heure. Puis souvent, ben, on va donner des copies papier de différentes horloges, puis écrit sur la ligne l'heure et les minutes. Donc ça, c'est ce qu'on voit, effectivement. En 3e année, ce qu'on propose, puis ce que j'adore, c'est de le faire tout au long de l'année, graduellement. Puis ce qu'on propose dans les appuis pédagogiques, ce que j'adore, c'est qu'on propose de juste commencer par l'heure. Donc, prendre une horloge, puis juste mettre l'aiguille des heures. Donc, leur montrer, il est quelle heure présentement? 1 heure, 2 heures, éventuellement. Puis après ça, de changer l'aiguille de place, c'est encore juste ton aiguille des heures, mais ton aiguille, elle va être presque 7 heures. Fait que l'élève va dire, ah ben, il est encore 6 heures quelque chose, mais il est presque 7 heures.
Puis si elle tente vraiment entre le 6 et le 7, ben, il doit être 6h30 parce qu'elle est vraiment entre 6 et 7. Donc, vous voyez juste en présentant, est-ce qu'il y en a qui faisaient ça, qui présentaient juste l'aiguille des heures? Moi, j'ai jamais fait ça. J'ai enseigné 3e année aussi, au moins 5 ans. Puis, j'avais jamais présenté juste l'aiguille des heures, mais je trouve ça extraordinaire. Est-ce qu'il y en a qui avaient déjà fait ça? Est-ce que c'est une découverte pour vous autres? Mais je vous dis que ça a vraiment un impact. Je l'ai fait avec plusieurs classes cette année, là. Maths à la folie. OK, maths un peu beaucoup à la folie, on proposait ça, je ne savais pas. J'ai jamais remarqué. Est-ce qu'il y en a d'autres qui utilisaient ça? Juste de présenter les heures pour commencer. Mais moi, je dis, pas juste l'heure, oui, mais d'enlever les autres aiguilles. Vraiment, c'est ça que je vous demande, d'enlever les autres aiguilles. J'avais jamais vu ça dans des ressources avant, mais exact, concentrer sur l'aiguille des heures pour commencer. Donc, mais enlever les autres. Donc, en utiliser juste une à la fois. Après ça, y aller avec l'aiguille des minutes. Puis, on disait aussi de faire une horloge avec des Legos ou des blocs, des cubes emboîtables. J'adore, des blocs de 5 de différentes couleurs pour compter le nombre de minutes puis de faire le lien aussi avec la base 10. Donc, pour compter ces minutes-là, d'utiliser les cubes ou des blocs Lego, des cubes emboîtables, fabriquer des horloges de cette façon-là, de faire manipuler nos élèves. On pourrait utiliser une attache parisienne, on pourrait utiliser des aiguilles en papier, puis de demander aux élèves de placer des heures, des minutes, puis après ça, de faire un tour de table. Les élèves ils ont des post-it, ils écrivent l'heure de leurs collègues ou puis après ça, on change les aiguilles, on écrit encore j'adore l'idée des cubes emboîtables. Moi aussi, j'ai adoré cette idée-là. J'ai jamais fait ça avec mes élèves. Je leur faisais construire des horloges avec les temps pour qu'ils manipulent, mais j'ai jamais utilisé les cubes emboîtables. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée pour les minutes. Puis aussi que si les élèves les construisent, de leur faire des aiguilles, puis tout le monde, on dit les heures sur les différentes horloges. Puis vous voyez que le prof, là, moi, j'ai juste à lancer mes élèves là-dedans. Là. Je n'ai pas de photocopie à faire, je n'ai pas de papier-crayon à faire, j'ai des petits post-it. Je dis aux élèves, OK, je te lance le défi de faire 1 heure avec des minutes sur ton horloge avec tes 2 aiguilles. Écris ton heure sur ton post-it, ferme ton post-it pour pas que les autres le voient. Puis là, je donne des post-it au reste de la classe. Allez-y, écrivez vos heures sur des post-it que vous pensez sur les horloges. Puis après ça, on vérifie si on a bien ou pas bien. Donc, vous voyez que moi, j'ai rien à préparer. J'ai une activité qui va me durer une 20aine de minutes avec mes élèves, tellement riche parce que là, ils vont faire une dizaine d'horloges. On peut le refaire 2, 3 reprises. Donc, ils vont dire l'heure, la même chose que votre papier-crayon, mais ils vont le faire en équipe, ils vont le faire en discutant, ils vont le faire, c'est beaucoup plus engageant, ils vont marcher, ils vont être debout dans la salle de classe. Donc, apporter des petites twists comme ça à votre enseignement, je trouve que c'est beaucoup plus engageant pour les élèves. Puis après ça, on peut mettre 3 ou 4 horloges, leur donner comme un billet de sortie pour vérifier qui j'ai à prendre en enseignement guidé suite à cette leçon-là. Multiplication. Au lieu de faire des débats en classe, je me souviens, moi aussi, c'était les débats là, en 4e année, là, surtout 3e, 4e année pour faire apprendre par cœur. Voici ce qu'on propose dans les appuis pédagogiques. On va miser sur la compréhension. Puis, la maîtrise viendra suite à une bonne compréhension. Donc, ça, c'est des cartes à jouer qu'on vous propose. On vous propose des cartes comme ça, d'associer les cartes ensemble. Donc, de créer ça. Encore une fois, ça peut être des cartes créées par vos élèves. Donc, oui, on peut peut-être imprimer des photos de Rec and Rec ou des photos de matériel de base 10 ou des cadres à 10 cases. Puis après ça, on peut demander aux élèves d'associer à une réponse, d'associer à une multiplication, d'associer à une division. Puis c'est eux autres qui créent eux-mêmes le petit carton. Ça peut être un jeu de mémoire, ça peut être des jeux comme ça, ça peut être des dessins, des représentations. Donc, de vraiment miser sur la compréhension d'une multiplication. Puis après ça, on va pouvoir les maîtriser, là, les élèves, parce qu'on voit que c'est maîtrise les multiplications.
Donc, pour qu'ils maîtrisent, il faut vraiment qu'ils comprennent. Il me reste 2 années d'études à vous montrer. Je veux vraiment finir à midi. Là, je vais rapidement. J'aurais voulu vous faire plus participer, là, mais on a eu des bonnes conversations. Au lieu de remettre une copie au tableau de données avec des questions de compréhension, souvent, quand on voit une analyse de tableau comme ça, on va donner activité préférée à la récréation, puis on va avoir des questions telles que c'est quoi l'activité qui est la préférée? C'est quoi l'activité qui est le moins faite? Combien d'amis aiment la tag? On voit souvent ce type de questions-là. On y va plus avec des tableaux à révélation lente. On en a eu des présentations par le ministère de cette façon-là aussi. Donc, on présente un tableau comme ça, puis on dit qu'est-ce que le tableau te dit? Qu'est-ce que tu penses que le tableau veut dire? Qu'est-ce que tu penses que l'échelle pourrait être? Donc, on pose des questions à nos élèves. Donc, ça donne une porte d'entrée pour tout le monde parce que tout le monde peut parler de ça. Puis après ça, on va aller référer. Si je te parle d'activité à la récréation, qu'est-ce que maintenant ça dit? Qu'est-ce que ça pourrait être les choix de réponse? Qu'est-ce que ça pourrait être les nombres? Ça va être dans les millions? Mais on dit, ben non, parce que ça doit être une question qu'on a posée à des élèves. Donc, j'y vais comme ça. Vous allez la voir, là, mais après ça, si je te dis basketball ou à la corde, tag, combien tu penses que c'est les montants? Puis éventuellement, on le montre au complet. Puis pour 6e année, mon dernier exemple, c'est au lieu d'acheter diverses affiches, parce que souvent, ou les faire à l'ordinateur, puis souvent, c'est ce qu'on va faire, hein, on veut que ce soit beau, notre salle de classe. Faites participer vos élèves. Demandez aux élèves de créer les référentiels, de créer les murs de mots. Demandez aux élèves d'écrire les mots sur les affiches. Puis là, je voulais vous lancer au défi de créer un référentiel pour 4 quadrilatères de votre choix. Puis là, je vous mets les appuis pédagogiques qui peuvent vous aider. J'ai lancé ce défi-là à des enseignants, à une formation que j'ai donnée. Je vous dirais qu'ils étaient très surpris parce qu'il y en a qui ont présenté ça dans des diagrammes de Venn. Il y en a qui ont fait ça dans des diagrammes de Carole. Il y en a qui ont fait des affiches avec le visuel, avec la définition en dessous. Toutes les affiches étaient différentes. On avait près une dizaine de groupes. Puis après ça, on les a toutes affichées sur le mur. Puis on a dit, maintenant, crée ton propre référentiel à toi de tes quadrilatères. Va faire ton propre référentiel dans ton cahier à toi. Puis va mettre celle que tu aimes le plus. Puis il y a une enseignante qui a dit, ben moi, là, c'est bizarre, j'ai fait un diagramme de Venn, mais j'aime beaucoup plus la façon qu'elle l'a présenté avec un diagramme de Carole, par exemple. Fait que je vais faire ça pour moi. Donc, souvent, ça l'amène à réflexion. Donc, il nous reste juste 2 minutes. J'ai fini. Dans le fond, je voulais juste vous dire que mes intentions, c'était de voir les pratiques pédagogiques, de vivre des activités engageantes. J'aurais aimé vous faire plus vivre d'activités. Excusez, on manque tout le temps de temps. Ça prendrait au moins 2-3 heures. Faire des liens avec la vie quotidienne des enfants, puis mieux comprendre l'utilisation du matériel de manipulation. J'espère que vous avez apprécié l'atelier. J'ai remis le questionnaire. Je vois que Louis, je pense qu'il l'a partagé de rétroaction. C'est vraiment important pour les instituts là, parce qu'on veut vous offrir des instituts de qualité. Je vous remercie. Je suis là. Si jamais vous avez des questions, là, je reste. Mais je ne voulais pas prendre plus de votre temps. C'est déjà pendant l'été, vos vacances, que vous prenez ce temps-là pour vous ressourcer. Vos élèves sont chanceux de vous avoir. Bravo de faire ça sur votre temps. C'est vraiment intéressant. Puis je laisse la parole à Louis là, pour la dernière minute. Allô, Cindy? Oui. Oui, j'ai une question. Allez-y. Pourquoi? Excusez-moi, juste avant je vous interromps juste pour dire que avant la question, oui, on a le temps de la question, mais avant la question, je vais juste remercier puis arrêter l'enregistrement. Alors, Cindy, encore une fois, c'est pas la première fois que tu présentes aux instituts. C'est toujours de qualité, c'est toujours réfléchi, stratégie, contenu, etc. C'est toujours parfait. Fait que je te dis encore une fois, merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement, tout le monde, puis je vous reviens avec pour la question. Oui, allô, Cindy?